Spielberg a mis du temps avant d'être pris au sérieux par la cinéphilie, jusqu'à l'âge de la maturité, précisément en 1986, quand il réalise La couleur pourpre, la quarantaine atteinte, à condition qu'il soit réellement né en 1946, ce qui n'est pas du tout sûr. L'inceste est abordé sans passer par quatre chemins, mais Spielberg le regarde de l'extérieur. Ça se passe chez les Noirs. Lui, il est blanc. À partir de La couleur pourpre, Spielberg est entré dans le club des cinéastes adultes et respectés, de ceux à qui on peut attribuer Oscar et Golden Globe et qu'on peut nommer président du Festival de Cannes. J'ai 66 ans et je préside le 66e Festival de Cannes, n'a-t-il pas manqué de déclarer lors de la cérémonie d'ouverture en 2013, une année en 6. Spielberg, qui a toujours voulu qu'on le prenne au sérieux sans oser, avant 1986, tourner un film sérieux, a depuis cette date alterné entre des films pour l'amour de l'art, entre guillemets, et des films pour le grand public. La liste de Schindler, il voulait cependant n'en être que le producteur, à cause du poids du sujet, sans doute le plus délicat à aborder en matière de fiction. Il a d'abord proposé le film à d'autres metteurs en scène qui l'ont tous refusé. Puis, il s'est lancé, il a mis les pieds dans le plat, le Spielberg, pour nous raconter à sa manière l'histoire de la déportation. À sa manière, c'est-à-dire avec le maximum d'effets, pour être sûr de remplir de larmes les yeux du spectateur et être sûr que son film recevrait une pluie d'Oscars, avec pour modèle le cinéma de Walt Disney, plus que Nuit et brouillard d'Alain Resnais, de Nuremberg à Nuremberg de Frédéric Rossif, ou d'un film totalement oublié de Gillo Pontecorvo, intitulé Capot, qui fit scandale à l'époque. Probablement que Spielberg, en s'attelant au sujet le plus brûlant parmi les sujets brûlants, savait qu'il deviendrait par la suite quasiment intouchable. Il serait l'homme de la liste de Schindler, le premier grand film sur la Shoah. Juste avant, il avait réalisé un de ses plus gros succès publics depuis Les Dents de la Mer, Jurassic Park, où il est question d'un papy-gâteau qui invite des gens sur une île isolée, peuplée de dinosaures qui vont leur faire vivre un véritable cauchemar. Je suis d'une génération qui a grandi avec l'île aux enfants, île elle aussi peuplée de dinosaures qui nous donnait rendez-vous tous les mercredis après-midi, pendant qu'on dévorait nos tartines de pain beurré, saupoudrées de cacao, et ce programme pour enfants m'est automatiquement revenu en mémoire à la projection de Jurassic Park, bien que le dinosaure orange nommé Casimir de l'île aux enfants ne m'ait jamais fait aucun mal, du moins en apparence. La liste de Schindler, juste après Jurassic Park, Génocide Park, comme l'ont écrit certains à l'époque, à la suite duquel Spielberg tournera le très médiocre Monde perdu, puis d'enchaîner d'autres films jusqu'à La guerre des mondes 10 ans plus tard, nouvelle adaptation du roman de H.G. Wells, dont la première adaptation est sortie en 1953, année où fut lancé le programme MK Ultra. C'est ces deux films reliés l'un à l'autre qui nous intéressent. Deux films qui, au prétexte de la déportation des Juifs par le régime nazi et de l'invasion extraterrestre, nous parlent en réalité du trafic d'êtres humains et de la collecte de leur sang. Je ne vais pas proposer une analyse séquence par séquence comme je l'ai fait dans les vidéos qui précèdent. Le lecteur de la vidéo qui n'a pas une vision fraîche des films risque de ne pas savoir de quoi je parle et c'est normal. Je vais plutôt retenir ce qui fait sens commun, qu'on ait une vision ancienne des films ou qu'on ne les ait pas vus du tout. Il semblerait qu'à l'instar d'Alfred Hitchcock, Spielberg ait un réel problème avec l'image de la figure paternelle. Son cinéma nous montre toujours des pères qui tentent de mille manières de démontrer leur valeur morale comme s'ils ressentaient de la culpabilité à cet endroit-là. La liste de Schindler s'ouvre sur une image paternelle dans le sens où Oskar Schindler est présenté comme le centre d'intérêt d'une réunion où se retrouvent des officiers allemands et de simples particuliers. Il se fait prendre en photo comme un chef de famille pose au milieu des siens, et on verra par la suite de quelle manière il cherche à protéger ses employés, comme un père protège ses enfants. D'emblée, Schindler est situé dans un milieu social, l'aristocratie allemande, comme le héros de La guerre des mondes est situé dans son milieu social à lui, qui est, à l'opposé, un milieu prolétaire. Dans les deux cas, la working class, c'est-à-dire la classe des travailleurs, est au centre de l'action, et c'est cette classe qu'on déporte à des fins d'extermination. Dans La guerre des mondes, les agresseurs se déplacent dans des machines dominées par un œil. Dans la liste de Schindler, l'emblème de l'agresseur est bien entendu la svastika. Cependant, le commandant du camp, psychopathe sanguinaire qui aime abattre des prisonniers au hasard au saut du lit, le fait à travers un fusil à lunettes, l'œil,
est sur un balcon dominé par un triangle frappé d'un œil en son centre, tout comme nous remarquerons le pavé mosaïque de l'escalier en colimaçon par lequel les futurs déportés doivent aller se faire recenser. On trouve exactement la même image qui sert à annoncer les programmes de la chaîne Ciné Classique, pour ceux qui y sont abonnés, avec une fille en rouge qui descend les escaliers, laquelle nous renvoie à la fillette au manteau rouge de la liste de Schindler, dont nous allons parler plus loin. Puis, ce plan qui nous montre l'entrée d'un camp, filmé de nuit, avec le chemin qui file vers l'horizon et au bout duquel se trouve une lumière intense. Le camp de concentration dominé par cette maison construite en hauteur et les baraquements des prisonniers ont été sans aucun doute, tant la ressemblance est frappante, construits sur le modèle de la maison de Norman Bates, laquelle domine le motel où il commet ses crimes. Norman Bates, psychopathe dissocié dont le crime est centré sur l'œil de sa victime, personnage qui a grandi sans père, ressemble à Amon Goeth, autre psychopathe à qui Schindler va servir de père de substitution. L'image du père dans la liste de Schindler et dans La Guerre des mondes n'est pas du tout la même. Schindler est un mâle dominateur, tandis que le héros de La Guerre des mondes est incarné par cet éternel adolescent qu'est Tom Cruise. En regardant les photos du véritable Oscar Schindler, on se rend compte qu'il ressemble moins à Liam Neeson qui joue son rôle qu'au père de Spielberg. Même catégorie de bourgeois, sûr de lui, autoritaire, chef incarné sur qui la famille peut compter. Pourtant, Spielberg nous montre que derrière cette facette rassurante de Schindler, il y a l'ignoble Amon Goeth, criminel sociopathe, qui tue hommes et femmes sans le moindre état d'âme. Je renvoie à un film tel que Festen, où on rencontre le même genre de figure paternelle, franc-maçon, qui viole ses enfants et qui ne se souvient pas de l'avoir fait. Dans le film, Schindler, figure rassurante du père, est horrifié de découvrir les crimes de Goethe et s'en sent responsable comme s'il les avait commis lui-même. Le dédoublement des deux personnages, l'un étant le reflet de l'autre et inversement, est un peu plus explicite lorsqu'ils nous sont montrés tous les deux en train de se raser par un effet de montage alterné. Également dans La Guerre des mondes, le héros est un grutier, montré dans sa cabine de pilotage perché en hauteur, exactement comme les machines qui attaquent le monde, sorte de grues pilotées depuis les cabines au sommet par les créatures démoniaques. Le héros de La Guerre des mondes cherche tout au long du film à protéger sa famille des extraterrestres, comme Schindler cherche à protéger les déportés de l'horrible commandant Goethe. Les extraterrestres kidnappent les gens pour boire leur sang, et les nazis abattent les déportés d'une bande à la tête, provoquant des écoulements ou des jaillissements de sang, chaque fois mis en valeur par la caméra. Spielberg a d'ailleurs tourné son film en noir et blanc, pour la même raison qu'Hitchcock a tourné Psychose, afin que la vue du sang n'écœure pas le spectateur. Cependant, le sang est un des éléments principaux des deux films qui parlent de la manière dont on le recueille. Dans La Guerre des mondes, où le sang est montré comme des métastases qui se répandent partout après le massacre des victimes, une séquence nous montre le père, resté au stade adolescent car joué par Tom Cruise, en train de protéger sa fille de l'horreur qui s'abat autour d'elle. Cependant, la manière dont il la protège ressemblerait plutôt à une agression. Ils sont dans une cave sordide et il lui bande les yeux tandis qu'elle se bouche les oreilles. Les yeux grands fermés, eyes wide shut, pour éviter de prendre conscience du carnage commis par ces machines à l'œil lumineux. Mais lorsque sa fille, terrorisée par l'intrusion de ce périscope en forme d'œil d'Horus, prend la fuite et que le père la retrouve dehors, il la voit immobile, attendant que la machine à l'œil lumineux vienne la prendre, alors qu'elle devrait au contraire prendre la fuite. Ce plan, précisément, qui montre la fillette de dos, martyrisée tout en étant offerte à une chose lumineuse placée au-dessus d'elle, l'affiche des survivantes de Pierre Barnérias, en est le calque parfait, film que j'ai applaudi des deux mains, mais au sujet duquel je nourris désormais de plus en plus de doutes. La fillette est habillée en rouge, comme la fillette de la liste de Schindler. Comme le petit chaperon rouge dont nous savons tous qu'il s'agit d'une parabole sur l'enfance maltraitée. Et comme une fillette rencontrée dans L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, que Spielberg admire, et sur lequel nous allons digresser un petit peu. Le sujet de L'homme qui aimait les femmes vient de l'obsession quasi pathologique qu'a eu Truffaut toute sa vie pour la jante féminine. Le personnage du film, sans doute trop proche de ce qu'il était dans la vie, Truffaut n'a pas osé le jouer lui-même. C'est à Charles Denner qu'il a confié le rôle. Dans ce film où les messages codés ne manquent pas, notamment la comparaison qui est faite par Charles Denner des jambes des femmes à des compas qui arpentent le globe,
film auquel il faudrait consacrer une vidéo tout entière. Dans ce film donc, entre 1000 femmes qu'il a séduites, Charles Denner est confronté à une fillette vêtue de rouge en train de pleurer au bas d'un escalier. À cette fille pleine de chagrin, Denner dit « Si j'avais une belle robe rouge comme toi, je pleurerais sûrement pas ». Puis Denner s'intéresse au livre que la fillette a avec elle. Il s'agit de Fantomette et l'île de la sorcière, série de livres très connus des enfants dans ces années-là. L'île en question est un endroit où les enfants vont au péril de leur vie. L'île, les enfants, l'île, les enfants, l'île, les enfants. Ensuite, Denner demande à la fillette qui a 9 ans quel âge elle aimerait avoir en réalité. La fillette lui répond qu'elle aimerait avoir 17 ans. Pourquoi répond-elle 17 et pas 18, âge de la majorité civile adopté depuis 1974 ? Parce que le chiffre 17 est le symbole occulte de la connaissance de soi. Et on voit à ce moment-là le regard de Denner imaginer devoir attendre qu'elle ait 17 ans pour faire l'amour avec elle, bien qu'elle soit encore mineure. Cependant, plus tard, Denner est confronté à la rédaction de ses mémoires de séducteur et au moment de la correction des épreuves du livre, il demande à la typographe de ne pas imprimer une fillette à la robe rouge, mais une fillette à la robe bleue. Le spectateur n'y comprend rien. Pourtant, Denner ne fait rien d'autre que censurer dans ses mémoires son attirance pour les fillettes, et nous en venons à la fillette au manteau rouge de la liste de Schindler. Schindler la voit de loin, tandis que l'armée allemande évacue le ghetto de Cracovie. Il est donc complice de la traite des enfants, mais il ne fait rien. La question des enfants sexuellement abusés dans les camps n'est d'ailleurs jamais abordée par les historiens. C'est plus tard dans l'histoire, lorsqu'il voit que la fillette au manteau rouge a été assassinée, qu'il remue ciel et terre pour sauver le plus de juifs possible afin de se laver de toute culpabilité dans le même état d'esprit et à une autre échelle que Denner dans le film de Truffaut. Voyons ce qu'il en est de la fille du héros de la guerre des mondes, elle aussi vêtue de rouge, qui se laisse littéralement happer par la machine des aliens, semblable à la grue de chantier conduite par son père. Son état de sidération à ce moment-là est exactement celui des enfants dont on abuse, confrontés à une horreur telle qu'ils sont incapables de s'en défendre. La machine infernale capture les humains au sol pour les récolter dans une sorte de nasse où ils sont entassés comme le sont les déportés dans les camps. Puis, de manière tout à fait arbitraire, les captifs sont mis à mort, sans plus de discrimination que lorsqu'on décidait de tuer tel ou tel déporté dans les camps de concentration. Cependant, observez par quel procédé les prisonniers sont aspirés. Ils sont littéralement aspirés par un système pareil à un organisme vivant qui ressemble à un anus. L'anus auquel se référait Spielberg dans E.T. pour symboliser les extraterrestres, à moins que les extraterrestres, comme les nazis d'ailleurs, symbolisent les monstres qui abusent des enfants. Nous en venons à une séquence sur laquelle aurait pu se pencher la loi Guesso si le film avait été produit en France. Les femmes qui arrivent à Auschwitz sont, après avoir été tondues, conduites vers les douches où nous sommes sûrs qu'elles seront gazées. Précédemment, nous avions vu des déportés évoquer la possibilité qu'il existe des chambres à gaz et en conclure qu'un tel procédé de mise à mort ne pouvait exister tant il est horrible. Mais lorsqu'elles sont enfermées dans les douches, sûres autant que nous qu'elles vont être asphyxiées, c'est bien de l'eau qui sort des pommeaux et non du gaz. Par ailleurs, double ambiguïté, les déportés sont filmés à travers un hublot en forme d'œil, mais ce genre de hublot figurait réellement sur les portes des chambres à gaz, mais les chambres à gaz par lesquelles on gaze les prisonniers aux États-Unis, pas les chambres à gaz des camps de concentration séparés par une simple vitre. Qui a vu le film au cinéma à l'époque aura sûrement entendu quelques rires dans la salle à ce moment-là. Effet recherché par Spielberg, il y a fort à le craindre. Il s'amuse de la polémique autour des chambres à gaz, sans pour autant y apporter une réponse, puisque, en effet, jamais dans le film nous ne verrons de prisonniers gazés. Pensons plutôt que Spielberg ne s'intéresse pas à la manière dont on mettait à mort les prisonniers, autrement qu'en faisant gicler leur sang, ce qui est le sujet du film, mais admettons tout de même que cette séquence nous laisse perplexes. Il est toutefois permis de penser qu'elle fait écho à la scène de la douche de Psychose, où là, une femme trouve la mort en prenant une douche, et qu'ici, les femmes trouvent la douche en attendant la mort. Dans les deux cas, la femme entièrement dénudée,
est la proie d'une manipulation perverse inouïe, signalée dans l'un et l'autre film par le même œil, celui de la porte des douches chez Spielberg, celui qui récolte le sang de la victime chez Hitchcock. On aura aussi remarqué que dans la liste de Schindler, seuls les hommes et les femmes sont exécutés. Les enfants ne le sont pas, excepté la fillette au manteau rouge, mais qui est montrée déjà morte. Dans une séquence, on voit les enfants entassés dans un camion après qu'on les ait séparés de leurs parents, sans nous préciser ce qu'on va faire d'eux. Bizarrement, les enfants sont joyeux d'être amenés, comme s'ils partaient en colonie de vacances, ou comme s'ils suivaient un gentil monsieur qui leur propose des bonbons. Sont-ils plus précieux que les adultes ? Les adultes dont on laisse s'écouler le sang par terre, mais jamais celui des enfants. Étaient-ils récoltés par les nazis, entre autres expériences menées dans les camps de concentration qui ont servi de base au programme MK-Ultra. On nous montre toutefois un enfant qui s'échappe du groupe pour aller se cacher, qui ouvre des trappes dans lesquelles sont cachés d'autres enfants. En voyant ces images, on pense aux caves de Marc Dutroux, et qui trouve finalement refuge dans l'endroit le plus immonde où il y a encore de la place, la fosse septique des latrines. Ce qui nous fait automatiquement penser aux enfants kidnappés à qui on fait ingérer des matières fécales lors des abus rituels. À regarder cet enfant, on pense à Oliver Twist de Dickens, qui raconte l'histoire d'un enfant martyrisé par des adultes, que Roman Polanski adaptera au cinéma, mais aussi au Gavroche des Misérables de Victor Hugo. Montrer un enfant dans une fosse à merde est encore plus répugnant que de le montrer exécuté d'une balle dans la tête. Spielberg le sait, et c'est à dessein qu'il tourne ce genre de plan. L'anus, les excréments, sujet qui semble intéresser au plus haut point notre homme, jusque dans son film autobiographique qu'il a tourné dernièrement, intitulé The Fabelmans, lui aussi truffé de symboles ésotériques et de matière fécale. Avant de se suicider en se jetant du haut d'un pont, le comédien Isaac Capi avait accusé Spielberg d'être un des plus grands pédophiles d'Hollywood. Dans The Fabelmans, Spielberg nous parle de son adolescence, au sein d'une famille idéalisée, comme dans les comédies familiales les plus mièvres des années 50, ou dans La petite maison dans la prairie. D'autres metteurs en scène ont raconté leur adolescence. Claude Berry dans La première fois, Alain Corneau dans Le Nouveau Monde, Fellini dans Le génial Amarcord, des films où ils parlent de leur obsession pour les filles à l'âge des premiers émois, de leur onanisme et de leur quête perpétuelle de transgression. Spielberg, lui, se présente comme un adolescent désespérément sage, empreint d'une piété filiale exaspérante que les filles indiffèrent. La seule avec qui il a une relation bien chaste est une catholique intégriste qui fait le premier pas vers lui et qu'il décide d'épouser sans avoir couché avec elle. Piqué par le virus du cinéma, il tourne des films 8 mm avec ses copains. Mais c'est uniquement la technique du cinéma qui le passionne. Et on ne le sent pas habité par un quelconque univers, sinon une obsession assez particulière pour les trains. En effet, le premier film que tourne le jeune Spielberg est le déraillement de son train électrique que ses parents lui ont offert. Et cette manie de filmer des trains synonymes de mort se retrouve dans la liste de Schindler et la guerre des mondes, qui nous montre un train en flammes en train de rouler tout seul. A-t-on besoin d'une licence en psychologie pour décoder tout ça ? Mais au-delà des trains et des tendances homosexuelles de l'adolescent qui filme un dur à cuire de sa classe comme un symbole sexuel, Spielberg nous ramène une fois encore vers les matières fécales. Qu'il utilise ses deux sœurs pour tourner un film sur la résurrection de momies égyptiennes est déjà une référence à l'occultisme inspiré des mythes de l'ancienne Égypte, mais pour confectionner les bandelettes avec lesquelles il les transforme en momies, il utilise du papier toilette, de telle sorte que lorsque sa mère va faire ses besoins, elle ne peut plus s'essuyer. Lorsqu'il réalise le film de fin d'année de sa classe, il filme des mouettes puis renverse dans la bouche de ses camarades de classe allongés sur la plage de la glace à la vanille pour symboliser les déjections des oiseaux. Car chez notre ami Spielberg, le caca et le rire sont étroitement liés, y compris dans cette scène de la liste de Schindler qui mélange ricanement et écœurement. Quant à cette obsession du sang, Spielberg l'avait déjà à l'adolescence quand il tournait un film de guerre avec ses camarades de classe, qu'il aspergeait de sang et qu'il écœurait ses deux sœurs. Ce film mièvre qu'est The Fabelmans fait le portrait d'un adolescent dont l'absence d'aspérité cache une réelle perversité. Le portrait qu'il fait de sa famille est beaucoup trop édulcoré pour être sincère. L'adultère de la mère est traité avec une prudence qui contredit le traumatisme qu'il est supposé engendrer chez le fils.
Mais c'est le père qui nous exaspère par-dessus tout. D'une gentillesse à toute épreuve, dévoué corps et âme au bien de sa famille, cependant joué par un comédien sans virilité, au menton fuyant et aux épaules étroites, vrai sosie de Laurent Ruquier, physique idéal pour jouer les veules et les faux culs, en parfait désaccord avec ce qu'il est supposé incarner. Spielberg nous décrit-il ici un pédophile? Difficile de l'affirmer, bien qu'il ait le physique et les manières, qui plus est lorsqu'il tombe sur une photo de sa femme en compagnie de son amant, ce dernier est déguisé en femme, et comprenons que l'amant sur cette photo de famille a pris la place qu'occupait jadis le père. Il semblerait que ces dernières années, Spielberg soit en plein déclin autant commercial qu'artistique. Bien qu'à titre personnel, à défaut d'art, je n'ai jamais vu qu'habileté technique dans toute sa filmographie. The Fabelmans, pensum assez indigeste mais passionnant à analyser, nous renseigne toutefois sur les passages obligés qui conduisent à une carrière telle que la sienne. Le jeune Spielberg, lorsqu'il monte ses films 8 mm, montre son œil grossi à la loupe. Et le Spielberg un peu plus âgé, qui fait ses premiers pas dans les studios, rencontre la légende en personne, John Ford, qui se cache l'œil. Ford, qui se présentait borgne selon son gré, à se demander si son bandeau dissimulait une véritable cécité ou s'il signifiait une quelconque appartenance. En effet, Hollywood comprenait dans ces années-là un nombre impressionnant de borgnes qui ne l'étaient pas tout le temps. Ford, par ailleurs figure paternelle et autorité morale s'il en est, mais sur la joue duquel est imprimée l'empreinte de rouge à lèvres de la fille, sans doute de joie, en compagnie de qui il était. Spielberg certifie que cette anecdote est vraie, bien qu'il aurait pu rencontrer un autre metteur en scène qui ne soit pas borgne. Admettons. Si elle est vraie et qu'elle se soit produite telle qu'il l'a décrit, on enchaîne les concours de circonstances hautement improbables. À noter qu'il a fait jouer Ford par David Lynch, le réalisateur de Twin Peaks, où il est question d'un père qui abuse de sa fille. On voit Ford qui lui demande de lui montrer l'horizon sur 2 tableaux accrochés au mur. L'un le présente en bas, l'autre en haut. Et il lui dit que l'image est intéressante uniquement dans ces 2 cas, puis il lui demande de dégager expressément de son bureau. Probable métaphore de la formule alchimique chère aux occultistes sur les valeurs du haut, celle de Dieu, identique à celle du bas, celle du diable, que Spielberg appliquera à la lettre dans la liste de Schindler et dans la guerre des mondes, lorsqu'il montre des anges déchus, les nazis, qui envoient les déportés sous terre, et les aliens qui tombent du ciel véhiculés par des éclairs pour aller chercher les engins de mort qui sont enterrés dans le sol. Spielberg, illuminé par cette formule magique que Ford vient de lui transmettre, avec dans son dos l'affiche de The Informer, ça ne s'invente pas, revient dans son bureau pour lui dire « merci », ce à quoi Ford répond « tout le plaisir est pour moi ».